la Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. À chaque fois on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. À chaque nuit qui nous poursuit, l'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au gré du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière un écho, et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux. Bienvenue dans la Meute de ce mois d'avril 2023. Alors pour cette émission, nous avons décidé cette fois de vous partager un projet Ligue des familles qui s'appelle la Prison Box. Alors pourquoi la Prison Box ? Parce qu'on parle de familles de détenus. Donc les familles des détenus sont une zone grise au sein du système pénitentiaire belge. Elles souffrent d'un manque de considération alors qu'elles sont un vecteur essentiel de la future réinsertion des détenus. Ces familles sont confrontées à des difficultés majeures, tant économiques, psychologiques que financières. Et la Ligue des familles a voulu rendre visible cette réalité méconnue dans une installation mobile qui s'appelle donc la Prison Box. Cette installation mobile, qui est la Prison Box, lève donc le voile sur la vie des familles de détenus, dans une sensibilisation gratuite axée sur des témoignages anonymes. Ces tranches de vie qu'on entend sont tantôt émouvantes, tantôt éprouvantes, mais en tout cas elles donnent à voir leur réalité quotidienne. Donc passer la porte de la Prison Box, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien on pénètre directement dans l'intimité d'une famille et on se retrouve dans un salon. Un salon aménagé avec un canapé, des bougies, des jeux d'enfants, des photos, etc. Sont disséminés au sein de cette Prison Box des QR codes qui nous renvoient à des témoignages. Au travers de témoignages à écouter au casque, la box invite les visiteurs et les visiteuses à se mettre dans la peau de proches de détenus. Chaque lien permet d'explorer une thématique qui rythme leur quotidien. Et donc ici pour la Meute, nous avons beaucoup de témoignages, donc on a choisi des extraits de témoignages et de thématiques. Et donc vous allez entendre des témoignages concernant les visites carcérales, la cantine, le syndrome du détenu et avoir un bébé en prison. L'objectif de cette sensibilisation, évidemment, est qu'elle touche un maximum de public, puisque il faut changer le regard sur les familles des détenus et sur le monde de la prison. Et donc, si vous êtes un partenaire proactif du tissu social de la région de Mons et que vous avez envie de faire venir la Prison Box dans votre ville, n'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be et donc je transférerai à Mathilde Legrand qui est la responsable de ce projet. Alors il y a toute une série de critères évidemment si on veut installer la Prison Box, puisqu'elle doit être dans un lieu couvert, fermé, sécurisé mais de passage. Donc l'accès à la Prison Box est évidemment gratuit. Elle doit être installée pour minimum 10 jours, idéalement 2 week-ends et hors vacances scolaires. Il faut compter une journée et demie de montage, une journée de démontage et elle n'est pas accessible dans la région avant 2025. De toute façon, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je vous renverrai vers Mathilde qui reprendra contact pour une rencontre afin de voir comment on peut s'arranger pour installer la Prison Box dans la région de Mons, puisque l'objectif évidemment est de l'accueillir dans des villes où se trouve une prison. Donc vous entendrez aussi dans cette émission la dernière capsule audio qui est une interview justement de Mathilde Legrand qui est ma collègue et qui a mis en place tout ce projet depuis déjà fin de l'année dernière. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be si vous souhaitez plus de renseignements sur la Prison Box ou si vous avez envie de participer avec nous au projet de la Meute. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires. Bonne écoute. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés, je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma peine dis-leur que J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller.
famille. Pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Ma première entrée en prison, ça a été assez compliqué parce qu'on ne connaît pas le milieu du tout et donc en arrivant, on se rend compte qu'on est un peu traité comme les détenus. C'est assez particulier. On donne notre pièce d'identité, on nous donne une clé pour mettre nos affaires dans nos casiers, on fait la file pendant des heures. Le personnel des prisons n'est pas toujours très sympa. En général, on doit arriver sur une certaine tranche horaire, donc je pense que c'est entre 5 et 35. On a un délai de 30 minutes pour arriver. Donc on s'enregistre, on commence par prendre une photo de nous, et puis on passe au détecteur de métaux. On doit rester dans une salle d'attente durant environ 45 minutes. Et donc toutes les familles sont installées là. Certaines se connaissent parce qu'à force de venir aux visites, j'imagine qu'il y a des familles qui commencent à se côtoyer. Mais en général, on se regarde tous pendant 45 minutes dans cette salle d'attente et on attend. C'est simplement très long, quoi. La première chose qui est très difficile, c'est qu'il faut pouvoir réserver sa visite. Donc il faut téléphoner à la prison et donner les noms des personnes qui rendront visite à mon frère. Et donc c'est maximum, je pense, 3 personnes qu'on met sur la liste. Ce téléphone sonne toute la journée occupé. C'est très difficile d'avoir la ligne et d'obtenir un moment de visite. Alors une fois qu'on obtient cette visite, en général, il faut se rendre déjà jusqu'à la prison. Il y a des fois des files d'attente devant. La notion de retard dans les prisons, c'est très compliqué parce qu'ils sont assez rigides. Il m'est déjà arrivé d'arriver en retard, mais vraiment de 3 minutes. Et du coup, on me refuse à la visite. On me dit de revenir une prochaine fois. Et je trouve pas ça juste, simplement parce qu'on sait qu'après on reste 45 minutes dans une salle d'attente et que voilà, c'est pas toujours très sympa de la part des gardiens de prison de nous refuser comme ça. Ils tiennent pas compte du fait qu'il peut y avoir un embouteillage, qu'on sort du boulot, qu'on est pris dans notre travail. Moi j'ai déjà vu certaines personnes arriver en train et venir de loin, et il suffit qu'il y ait des retards avec les trains. Ils arrivent 2 ou 3 minutes en retard à la visite et tout de suite les gardiens de la prison nous interdisent l'entrée. La visite s'est bien passée, donc on a un rendez-vous au préalable. Et donc une fois qu'on entre, qu'on est inscrit, il y a 1 heure d'attente. Et puis on va à la rencontre des détenus, à l'étage. Alors pendant cette heure-là, on a la possibilité de prendre des rendez-vous par écrit. Donc on remplit un formulaire pour la prochaine visite. Ce qui est plus confortable par rapport à la prise de rendez-vous par téléphone. Parce que la prise de rendez-vous par téléphone, elle est stressante, parce qu'on doit insister, parfois pendant des heures, avant d'obtenir le standard téléphonique au bout du fil. Et la problématique, c'est au niveau de la langue. Donc j'ai eu un cas où une connaissance à moi, c'était une personne avec qui j'avais sympathisé, qui venait de Suède, qui parlait que l'anglais et l'arabe, et elle m'a dit qu'elle a joint le standard téléphonique, mais il ne parlait pas l'anglais. Et quand j'ai fait la remarque ici à l'intérieur de la prison auprès d'un gardien, le gardien m'a répondu qu'il y avait la même problématique par rapport au néerlandais. À midi, on est devant la porte. Un gardien vient à notre rencontre entre 12h05 et 12h15, plus ou moins. On se présente à l'accueil où on dépose notre carte d'identité. Les gardiens procèdent à l'inscription, ils sont généralement 2. Et on reçoit un casier où déposer nos effets personnels. Ensuite, on passe à la fouille. Donc il y a 2 gardiens, il y en a un qui est chargé de contrôler ce que nous avons avec nous, notre manteau, tout ce qui est en notre possession à ce moment-là. Et il y a un autre gardien qui s'occupe d'enregistrer les sacs destinés aux détenus. Donc il faut savoir qu'on peut ramener des vêtements pour les détenus. Par contre, il y a des restrictions par rapport à la couleur. Donc il faut savoir que le blanc et le bleu, c'est des couleurs qui sont destinées aux gardiens. Donc nous, on pourra ramener des vêtements des autres couleurs, mais sauf le blanc et le bleu. La
Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Le budget cantine est, j'avoue, assez élevé. C'est toute la famille qui se cotise. Tout le monde donne un petit quelque chose en début de mois pour lui verser une cantine. Et en général, une cantine, j'ai envie de dire qu'on tourne entre 300 et 500 € par mois. Tout coûte cher à la prison. Et donc, la dernière fois que j'ai vu mon frère, il me disait tout se comptabilise par tranche de 5 € en fait. Donc, il coche banane, 5 €, il coche chocolat, 5 €, il coche... les cigarettes coûtent beaucoup plus cher que ce que nous, on les paye à l'extérieur. Et donc, la cantine, ça nous coûte réellement beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. Et alors, le téléphone, les minutes de téléphone, effectivement, sont comptabilisées sur le montant de la cantine, oui. Par rapport au coût, je trouve que c'est un petit peu dommage que ça coûte aussi cher parce qu'en fait, le ministère de la Justice fait appel à des centrales téléphoniques et on sait très bien que ça coûte rien du tout. Moi, j'ai un téléphone web que j'ai par OVH et pour les appels fixes, pour 39 ou 50 pays, je ne sais pas, ça me coûte 1,20 € par mois en illimité. Donc, si moi en particulier, je sais le faire, les institutions comme ça peuvent très bien le faire. Donc, il y a un gain clair du ministère ou par prison, je ne sais pas comment c'est répercuté, mais il y a un gain certain sur le dos du détenu, ça c'est sûr. Il faut savoir que la prison ne fournit pas tout. Donc moi, j'envoie 150 € par mois à mon fils. J'ai commencé avec 150 € par mois. C'était avant que je sache que mon fils cantinait 100 € de communication téléphonique par mois. Donc à la suite de ça, j'ai dû augmenter le financement. Alors je suis montée à 250 €. Et là, je vais monter jusqu'à 300. Donc c'est un budget, c'est un vrai budget. Ça coûte cher, la prison, ça coûte cher aux familles en tout cas. C'est sûr que financièrement, je le ressens fort, d'autant plus que là, c'est l'approche des vacances et j'ai toujours pas pris de billet d'avion, ni pour moi, ni pour mon fils cadet. Donc ça a des répercussions et c'est pas rien, quoi. Donc j'ai pas un salaire de ministre, donc moi je suis en invalidité, j'ai plus ou moins 1700 € par mois. Donc je dois faire avec, quoi. Mon principe dans ma tête, c'était vraiment il faut qu'il ne manque de rien, comme ça il ne demande rien à personne, il ne doit rien à personne et donc il risque moins d'avoir des altercations avec d'autres. Donc c'était vraiment dans un but de le protéger aussi. Et donc je lui envoyais beaucoup d'argent. L'argent il servait à quoi? Donc il servait à la cantine. C'est donc tous les vivres que les détenus peuvent commander pour pouvoir manger parce que il faut savoir que oui, ils ont un repas à midi qui est rarement bon, mais au moins ils ont un repas à midi. Mais le soir, ils ont, en tout cas là où il est actuellement, c'est un carré de chocolat, ou c'est une banane, ou c'est les petits pots de déjeuner de petits chocos qu'on a, mais vraiment les tout petits pots, ou de confiture avec une tartine. Donc pour le soir, ils n'ont jamais vraiment grand-chose à manger, donc il faut qu'ils cantinent quand même pour pouvoir manger. Ça coûte très très cher puisqu'il y a une part qui est reversée donc, aux détenus qui n'ont pas d'argent. Et le téléphone, ça a été la grosse catastrophe puisque ça coûte très très cher. Alors je ne sais plus combien de la minute, mais je crois qu'on était à peu près à 10-15 € de l'heure. Et voilà, comme tout couple qui est amoureux, on dépensait beaucoup d'argent là-dedans. Donc il faut savoir que pour le téléphone, on était à une 70 € par semaine. Et pour la cantine, et on compte le tabac dedans, une 30aine d'euros. Donc au début, on était sur un budget total d'environ 100 à 150 € par semaine pour qu'il puisse manger et m'appeler et appeler sa famille, son papa notamment. Ce qui est énorme. J'avais des économies de côté, donc j'ai su tenir ce rythme-là quelques temps. Et puis malheureusement, j'ai su tenir, on va dire, peut-être 1 an ou 2, et puis je n'avais plus rien de côté. Donc là, on a dû revoir un petit peu comment on allait faire. Donc maintenant, je lui envoie 50 € par semaine. La
La Ligue des familles. Pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Alors, à l'époque, entre femmes, c'était un petit peu une blague qui s'est un petit peu développée par la suite, mais on parlait donc du syndrome du détenu. Et en fait, c'était le fait de vivre tellement leur enfermement comme étant la seule souffrance possible et imaginable, qu'ils n'arrivent plus à se mettre à la place des gens qui sont à l'extérieur et qui continuent à vivre. Et du coup, il y a une espèce de confrontation entre deux réalités qui ne se comprennent plus. Et donc on a d'un côté le détenu qui est enfermé dans un trop-peu, dans une privation totale de tout. Et de l'autre côté, on a la femme ou la maman qui est enfermée dans un trop-plein et qui prend finalement le rôle que le mari ou le père aurait dû prendre aussi. Et ce qui est très difficile, c'est que finalement, le détenu ne veut plus qu'on parle de sa réalité carcérale. Il a besoin de voir autre chose, de voyager, d'avoir de l'espoir. Et c'est ce que sa femme représente quand elle vient le voir en visite. C'est son soleil, c'est sa vie extérieure, c'est sa liberté. Donc cette femme qui est en liberté est censée être heureuse. Donc elle doit lui apporter de la joie et du soleil. Et à l'inverse, quand une femme qui est dans ce trop-plein vient voir un détenu en prison, elle n'est pas là pour lui rajouter de la souffrance et tous les mal-être et les malheurs qu'elle vit à l'extérieur. Donc elle veut, elle aussi, représenter ce soleil. Et donc on en vient finalement à une espèce de dissociation extrême qui opère autant chez le détenu que chez la femme. Et quand la visite se passe, et surtout les visites à table, parce qu'il n'y a pas de spontanéité, on est surveillé absolument tout le temps, que ce soit par les autres femmes, par les autres détenus, par les agents pénitentiaires, la moindre chose est surveillée. On est vraiment comme des statues, des automates. Même un « je t'aime » parfois est complètement automatique. C'est très difficile de créer sa propre bulle avec le détenu. Et du coup, on en vient vraiment à des échanges standards prévus à l'avance, prévus à l'agenda. C'est exactement la même chose pour les visiteurs surveillance. Et du coup, les souffrances ne sont plus partagées. Et on en vient à une accumulation de non-dits, de choses qui pourrissent un peu dans l'atmosphère. Et c'est ce qui souvent, à un moment donné, fait exploser les familles. Elles ne peuvent plus se parler de la réalité. Et elles s'inventent une espèce de vie dans une autre vie pour essayer de survivre. Mais parfois ça casse. Parfois, certaines personnes arrivent à maintenir cette fausse réalité pendant longtemps. Et parfois, certains détenus essayent de se rendre compte de la réalité que ces femmes vivent à l'extérieur. Et puis d'un seul coup, il y a un espèce de basculement qui vient légitimer leur colère, leur mal-être, la façon dont ils peuvent s'épancher, même aussi sur les femmes, leur mauvaise humeur, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont enfermés, ils sont persuadés qu'il n'y a qu'eux. Et la femme, du coup, n'a pas le droit d'être malheureuse, n'a pas le droit de se plaindre. Entre femmes, quand on voyait un détenu ou une autre femme plonger un peu dans ce schéma, on se disait, bah tiens, voilà, encore un qui a chopé le syndrome du détenu. La Ligue des familles. Pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Alors, à l'époque, entre femmes, c'était un petit peu une blague qui s'est un petit peu développée par la suite, mais on parlait donc du syndrome du détenu. Et en fait, c'était le fait de
vivent tellement leur enfermement comme étant la seule souffrance possible et imaginable qu'ils n'arrivent plus à se mettre à la place des gens qui sont à l'extérieur et qui continuent à vivre. Et du coup, il y a une espèce de confrontation entre deux réalités qui ne se comprennent plus. Et donc on a d'un côté le détenu qui est enfermé dans un trop-peu, dans une privation totale de tout. Et de l'autre côté, on a la femme ou la maman qui est enfermée dans un trop-plein et qui prend finalement le rôle que le mari ou le père aurait dû prendre aussi. Et ce qui est très difficile, c'est que finalement, le détenu ne veut plus qu'on parle de sa réalité carcérale. Il a besoin de voir autre chose, de voyager, d'avoir de l'espoir. Et c'est ce que sa femme représente quand elle vient le voir en visite. C'est son soleil, c'est sa vie extérieure, c'est sa liberté. Donc cette femme qui est en liberté est censée être heureuse. Donc elle doit lui apporter de la joie et du soleil. Et à l'inverse, quand une femme qui est dans ce trop-plein vient voir un détenu en prison, elle n'est pas là pour lui rajouter de la souffrance et tous les mal-être et les malheurs qu'elle vit à l'extérieur. Donc elle veut, elle aussi, représenter ce soleil. Et donc on en vient finalement à une espèce de dissociation extrême qui opère autant chez le détenu que chez la femme. Et quand la visite se passe, et surtout les visites à table, parce qu'il n'y a pas de spontanéité, on est surveillé absolument tout le temps, que ce soit par les autres femmes, par les autres détenus, par les agents pénitentiaires. La moindre chose est surveillée. On est vraiment comme des statues, des automates. Même un « je t'aime » parfois est complètement automatique. C'est très difficile de créer sa propre bulle avec le détenu. Et du coup, on en vient vraiment à des échanges standards prévus à l'avance, prévus à l'agenda. C'est exactement la même chose pour les visiteurs surveillance. Et du coup, les souffrances ne sont plus partagées. Et on en vient à une accumulation de non-dits, de choses qui pourrissent un peu dans l'atmosphère. Et c'est ce qui souvent, à un moment donné, fait exploser les familles. Elles ne peuvent plus se parler de la réalité. Et elles s'inventent une espèce de vie dans une autre vie pour essayer de survivre. Mais parfois ça casse. Parfois, certaines personnes arrivent à maintenir cette fausse réalité pendant longtemps. Et parfois, certains détenus essayent de se rendre compte de la réalité que ces femmes vivent à l'extérieur. Et puis d'un seul coup, il y a un espèce de basculement qui vient légitimer leur colère, leur mal-être, la façon dont ils peuvent s'épancher, même aussi sur les femmes, leur mauvaise humeur, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont enfermés, ils sont persuadés qu'il n'y a qu'eux. Et la femme, du coup, n'a pas le droit d'être malheureuse, n'a pas le droit de se plaindre. Entre femmes, quand on voyait un détenu ou une autre femme plonger un peu dans ce schéma, on se disait, bah tiens, voilà, encore un qui a chopé le syndrome du détenu. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Alors avec donc mon conjoint de l'époque, nous avions décidé de nous marier à l'intérieur et nous ne voulions plus que nos vies restent totalement figées. Et du coup, nous avons pris la décision de faire un enfant. En se disant que finalement, nous étions comme n'importe quel couple dans la société et qu'on voulait construire quelque chose pour notre avenir. Du coup, je suis tombée enceinte à l'intérieur. Du coup, j'ai vécu ma grossesse toute seule. J'ai accouché toute seule. Et ça a été très, 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 très difficile. Alors déjà, il y a eu l'accouchement en soi, donc donner la vie quand on est toute seule à 7 mois de grossesse d'un prématuré qui a de graves problèmes cardiaques et qui potentiellement peut mourir. Ça a été tellement traumatisant que pendant longtemps, je me suis plus du tout rappelée de mon accouchement. Et puis
j'ai pas accouché, on m'a fait une césarienne en urgence, avec un champ devant les yeux. Je n'ai même pas vu mon bébé venir au monde. On me l'a retiré tout de suite pour le mettre en service néonat et je suis tombée dans les vapes. Donc ça déjà, ça a été très difficile. Je suis passée d'une situation d'enfermement permanent dans une prison à une situation d'enfermement permanent à l'hôpital. Donc au final, j'étais toujours enfermée. J'ai dû rester très longtemps à l'hôpital pour mon fils qui a dû être suivi. J'ai contacté plusieurs fois la prison pour dire que le petit était né. Ils n'ont pas prévenu le papa. L'hôpital a aussi envoyé un courrier, un fax à la prison, pas de réponse. Et au 12e jour de vie du petit, je vois la chambre à l'hôpital qui s'ouvre d'un seul coup. 4 policiers, 2 rentrent dans la chambre et la fouillent. 2 restent à l'extérieur pour surveiller la sortie. Mon mari est menotté. On n'a pas le droit de se prendre dans les bras au cas où je lui passerai un objet. Donc je ne peux pas bouger, j'ai juste le droit de me lever. On l'installe sur le fauteuil que j'occupais juste avant. On ne se dit rien. On se regarde et on a les larmes aux yeux. Et en fait, c'était comme un bouillon d'émotions qui allait exploser, mais qu'on n'avait surtout pas le droit de faire sortir. Du coup, il s'installe dans le fauteuil. Je lui remets notre fils qui a 12 jours, du coup. Et pendant une demi-heure, il le fixe. Il retient ses larmes, il tremble. Je crois qu'on a vécu le pire meilleur jour de notre vie ou le meilleur pire jour de notre vie. Tellement c'était bouleversant parce que cet homme rencontrait son enfant pour la première fois et il n'avait rien le droit d'exprimer, il n'avait rien le droit de dire, ni de faire, ni de rester avec. Et du coup, après une demi-heure, ils l'ont remenotté de la tête aux pieds, ils sont repartis avec dans l'autre sens. Et quand ils ont quitté la pièce, je me suis effondrée en larmes. Et j'ai remarqué dans le service que toutes les mamans qui étaient totalement effondrées n'aidaient pas leur prématuré à guérir et à évoluer correctement, ou en tout cas positivement. Et il y a eu toute une série de morts. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai vraiment eu un déclic dans ma tête. J'ai mis mes émotions totalement de côté, je me suis véritablement coupée en deux. Je suis devenue une maman hyper solaire. Même les psys ne passaient plus dans ma chambre tellement tout allait bien pour eux. Mon fils en est sorti beaucoup plus vite que les autres. C'était le seul qui savait respirer tout seul, c'était le seul qui évoluait aussi vite. Et je me suis rendu compte qu'au plus j'étais absorbée par ma tristesse, ma solitude et le manque de mon mari, au moins nous évoluions. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, ok, les visites, ça va être mis de côté, ma priorité maintenant, c'est mon enfant. Et du coup, pour me concentrer sur mon fils, mon mari a dû passer au second plan. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Donc, pour la meute de ce mois d'avril, je m'entretiens avec Mathilde, qui est ma collègue. Alors, bonjour Mathilde. Bonjour Delphine. Alors, Mathilde, qui es-tu? Depuis combien de temps tu es à la Ligue des familles? Et puis, qu'est-ce que tu y fais? Alors, ça fait maintenant 2 ans que je suis à la Ligue des familles. Je suis arrivée en avril 2021. J'ai une formation en philosophie et en art du spectacle. À la base, j'ai été engagée avec cette casquette, donc de théâtre-action. Et à la Ligue des familles, mon rôle, c'est d'être chargée de projet en éducation permanente. Et donc, l'éducation permanente, c'est une éducation citoyenne et politique qui, dans le cadre de la Ligue des familles, s'intéresse tout particulièrement aux parentalités et comment rendre la vie des parents meilleure avec une éducation vraiment qui va sur la longueur. Ok. Alors, on a pu entendre dans cette émission différents témoignages concernant la prison et donc des membres de famille, de certaines familles qui sont en prison. Donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as travaillé cette thématique de la prison?
Eh bien, en arrivant à la Ligue des familles, en fait, Vanessa, qui est notre coordinatrice, essayait de faire des ponts entre les différents services qu'il y a à l'intérieur de la Ligue. Et nous avons un service d'études qui fait une forme de lobbying politique pour que la situation de la vie des parents s'améliore. Et il y avait une étude qui a été réalisée en 2020 par Jennifer Severin, qui est donc chargée d'études à la Ligue des familles, justement sur les conditions des proches et des familles de détenus. Et donc ça a été mon point d'ancrage pour commencer le projet, dans l'idée de trouver du témoignage pour corroborer les études et arriver à faire à la fois une étude et un outil de sensibilisation sur cette thématique. Et donc cet outil de sensibilisation, c'est la Prison Box. Donc est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette Prison Box? Parce que bon, voilà, on entend Prison Box mais ça parle pas vraiment. Et comment a été réalisé cet outil? Alors, la Prison Box, c'est un espace d'accueil scénographique qui a été pensé pour vraiment mettre en valeur les témoignages de familles et proches de détenus. Donc, à l'initiative du projet, au tout début, l'idée, c'était d'essayer de créer un collectif de proches et de familles détenues. Maintenant, on s'est confronté à plusieurs difficultés. La première, c'est que déjà, il y avait un collectif qui était en train de continuer d'être présent, qui s'appelle le CPDB, dont on ne voulait pas fragiliser, en fait, créer un autre collectif sur le côté. Dans les faits, il n'est pas très joignable. Parfois, il est actif sur certains points, mais ça reste assez limité. Et dans la deuxième grosse difficulté, en fait, eh bien, ça a été de comprendre la spécificité de ce public, en fait, de familles et proches de détenus, qui est déjà très sollicité par la prison, comme les témoignages le montrent. Donc, en fait, le fait d'avoir une charge mentale ultra conséquente, de se retrouver famille monoparentale avec charge des enfants, de se retrouver avec comme les témoignages l'ont dit, avec un salaire en moins dans le ménage, mais des dépenses en plus pour la prison. Eh bien, on se rend compte que faire un collectif où il y a une sorte d'investissement quand même pour porter une voix, une revendication, aller au-delà en fait de la simple description des faits, mais apporter une revendication politique, eh bien, en fait, c'est très compliqué. Déjà au niveau du temps, mais deuxièmement au niveau de comment expliquer ça? Du regard que les familles se portent les unes sur les autres. Et donc l'idée de cet outil, c'est bien de changer le regard de la société sur les familles dont un des membres est emprisonné. C'est ça, c'est d'abord de vraiment arriver déjà à faire parvenir cette réalité aux personnes qui ne connaissent pas la prison, parce que je pense qu'on ne s'imagine pas en fait comment ça fonctionne. Et donc l'outil, c'est vraiment la récolte de témoignages et la mise en avant de ces témoignages dans un espace donné. Ok, donc moi, en tant que visiteur de ce lieu, je rentre, je m'installe dans le salon, je peux découvrir des informations et en même temps écouter des témoignages. C'est ça l'idée. C'est ça.